Ok. Très bien. Donc moi, je vais vous parler de droit à l'effacement, qui est l'une des dispositions du règlement européen. Et je vais aborder ce sujet-là dans le cadre des objets connectés et du point de vue d'un concepteur de système, des concepteurs de système. Donc, on parle dans le règlement européen de données personnelles. Alors, s'il y a un domaine, mais c'est bien sûr pas le seul, mais s'il y a un domaine où il y a des données personnelles qui peuvent circuler, c'est bien l'IoT, puisque bien tout autour de nous, dans nos villes, dans nos bâtiments, à la maison, eh bien, on est entouré d'objets qui captent un certain nombre d'informations qui nous concernent, enfin, à partir desquelles on peut retrouver l'individu. Alors, je vais prendre l'exemple de la maison. En fait, depuis quelque temps, là, on voit de plus en plus d'offres commerciales où on peut se doter d'objets connectés divers et variés qui vont nous faciliter la vie à la maison. Voilà. Et puis, en fait, ces objets transmettent de manière assez continue des tas d'informations aux fournisseurs du service IoT. Alors, je vais prendre un exemple tout à l'heure, peut-être juste après. Donc, en fait, ce sont des flux d'informations, c'est-à-dire des informations envoyées à un intervalle de temps plus ou moins régulier et potentiellement infini, en tout cas pendant la durée d'utilisation ou la durée de vie de l'objet connecté que l'on va considérer. Alors ce qu'il faut voir là, c'est que c'est un environnement un peu complexe parce qu'il y a plusieurs domaines d'administration qui sont concernés. Il y a d'un côté l'usager chez lui qui gère plus ou moins bien d'ailleurs son réseau d'objets connectés, on va dire, son informatique à la maison. Et puis de l'autre côté, il y a les fournisseurs des services qui s'appuient sur les données collectées par les fameux objets connectés. Et ces services-là peuvent être exécutés dans le cadre de cloud et puis et les données transitent par les réseaux. Donc il y a beaucoup d'acteurs, chaque acteur a son propre domaine d'administration. Et donc il y a des tas de flux de données dans ce contexte-là. Alors, je vais prendre l'exemple de la balance connectée, puisqu'il est facile à comprendre. Et surtout, là, on peut vraiment parler de données personnelles, de données sensibles, puisque ce sont potentiellement des données liées à la santé. Et donc, là, j'ai pris l'exemple de la balance connectée Nokia, qui est assez évoluée, parce que non seulement elle peut donner plein d'informations sur le poids et la composition du corps, mais dans une version assez avancée, il y avait la possibilité aussi d'obtenir des informations sur le rythme cardiaque. Et donc, l'utilisateur lambda qui va utiliser sa balance connectée n'a pas forcément beaucoup de contrôle sur les données qui s'échappent de cette balance. Donc il ne sait pas forcément précisément quelles données sont envoyées par la balance connectée. Il y a une forme de confiance aussi, hein. Il pourrait y avoir plus que ce qu'indique la doc. Il n'a pas beaucoup de possibilités, voire pas du tout de possibilités de choisir les données qui vont vraiment être transférées aux fournisseurs de services. Dans le cas de la balance, là, peut-être qu'un utilisateur pourrait dire « Moi, je veux juste le poids et puis rien d'autre et je ne veux pas que d'autres informations circulent. » Mais là, c'est un peu du tout ou rien. On ne sait pas non plus, en tant qu'utilisateur de cette balance, combien de temps les données vont être conservées par le fournisseur de services, ce qu'on appelle la période de rétention, là, en anglais. On ne sait pas si, en l'occurrence, là j'avais pris l'exemple de Nokia, mais bon, ça serait de la balance Nokia. On ne sait pas s'il n'y a pas des accords entre Nokia et d'autres parties tierces pour obtenir les données, donc auxquelles les données vont pouvoir être transmises. Et on n'a pas tellement la possibilité d'interdire ça si on tentait qu'on voulait le faire. Si on veut demander l'effacement des données, on ne sait pas trop comment faire là, dans un cas comme ça. En tout cas, c'est pas forcément facile à faire.
et facile de savoir que ça a bien été fait. Ça, c'était le point de vue utilisateur, mais il y a aussi le point de vue de l'entreprise qui, elle, veut se mettre en conformité avec le règlement européen. Et puis, si elle reçoit des demandes, puisqu'il y a le droit à l'effacement, effacez-moi mes données, c'est pas forcément facile d'assurer que toutes les copies des données vont bien être effacées. Alors le règlement européen, donc, on en a parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir beaucoup dessus. Alors là, j'ai extrait juste ce qui va m'intéresser par rapport à la problématique un peu système, le point de vue un peu système que je vais prendre. En fait, dans cette réglementation, il y a la nécessité pour un fournisseur de services de demander expressément le consentement de l'utilisateur pour le traitement des données personnelles. Donc c'est la politique de protection des données, on va pouvoir dire comme ça. Et il faut que ce soit non ambigu, c'est-à-dire que normalement l'utilisateur devrait savoir quelles sont précisément les données qui vont être traitées. Et puis avoir un certain nombre d'informations sur combien de temps elles vont être conservées, des choses comme ça, est-ce qu'elles vont être potentiellement transmises à des parties tierces. Alors il y a un autre aspect dans la réglementation européenne, dans le règlement européen, c'est le droit à l'effacement et le droit à l'oubli. Et donc normalement une personne doit être en mesure de pouvoir demander l'effacement des données qui la concernent. Et donc le fournisseur de services qui a collecté les données doit être capable d'accéder à cette demande. Et puis il y a l'accountability, donc rendre compte effectivement de ce qui a été fait. Bon, il y a plein d'autres choses, mais là j'ai extrait juste la partie qui va m'intéresser pour la suite. Alors de manière anecdotique, ce règlement européen finalement vient un peu vient un peu sauver, aide les utilisateurs va bien dans le sens de la protection des données personnelles des utilisateurs des objets connectés. Et en fait, début janvier, Nokia a supprimé la fonctionnalité de collecte du rythme cardiaque. Et la raison invoquée, c'est la difficulté de se mettre en conformité avec la réglementation. Donc, ça veut bien dire que quelque part, il n'y a pas forcément tous les outils qui vont bien, techniques, pour facilement se mettre en conformité. Donc, alors je vais juste me concentrer sur l'effacement des données, juste pour illustrer que la question que nous on s'est posée dans l'équipe, c'était une question donc c'est une équipe qui fait du système distribué, et donc on s'est dit bon, il y a ce règlement européen, et quels seraient les outils? Est-ce que nous, à notre niveau système, est-ce qu'on peut aider les entreprises finalement qui collectent les données à les traiter en conformité avec le règlement européen? Donc ça viendrait en complément. Bien sûr, il y a les aspects juridiques, mais il y a peut-être qu'il faudrait offrir des systèmes qui vont permettre finalement d'être par conception, s'ils sont utilisés, du coup l'entreprise pourra plus facilement répondre aux exigences de la réglementation européenne. Donc pour ce qui est de l'effacement des données, là c'est un sujet qui est vieux, effacer des données dans un système informatique. Alors c'est vrai que du coup quand on le regarde sous l'angle du règlement européen, il y a d'une part, donc il y a déjà une part où ça peut être fixé dès le départ, c'est-à-dire le fournisseur dira on garde les données pendant 1 an et pas plus. Donc là, il faudra des mécanismes pour automatiquement effacer les données au bout d'1 an. C'est une manière d'exprimer les choses, mais il y en aurait potentiellement d'autres. C'est aussi un problème en soi de savoir comment on exprime des requêtes aussi. Et donc ça peut être aussi à la demande, un utilisateur qui à un moment donné, va dire effacer mes données. Et donc il faut savoir traiter ce type de demande. Et à partir du moment où cette demande existe, il faut cesser de répliquer,
disséminer, de transmettre les données. Alors dans le monde des objets connectés, les données, c'est en fait un flux de données, donc c'est un peu quelque chose de continu. Donc comment on va exprimer? On va effacer les données, est-ce qu'on les efface toutes, ou certains segments sur une durée Donc il y a déjà un problème d'identifier quelles données. Après, quand on veut les effacer, les données finalement elles ont pu être recopiées ici et là, il y a pu y avoir des sauvegardes, et du coup il va falloir trouver toutes les copies des données si tant est qu'on veut tout effacer. Donc déjà là, ça peut poser quelques problèmes. Et puis, il y a des exceptions, comme a été mentionné tout à l'heure. Donc, normalement, on peut demander l'effacement de ces données, sauf que pour certaines données, elles pourraient être utiles dans le cadre de la science ou de recherche ou d'analyse statistique. Et donc, à ce titre-là, peuvent être conservées. Alors, du coup, comment on va concilier comment on va gérer tout ça? Donc ça devient un problème qui pourrait paraître simple au premier abord, effacer les données, ça peut vite devenir compliqué dans ce cadre-là. Donc quand on regarde ça d'un point de vue système, on se dit les données arrivent sous forme de flux, donc à quelle granularité on va gérer l'opération d'effacement? Bon, peut-être pas à chaque fois qu'on reçoit une mesure de poids, mais peut-être qu'on va vouloir gérer sur spécifier une période, ou enfin en tout cas il y a déjà une première réflexion, c'est sur quelle granularité ça va s'appliquer et comment on va pouvoir retrouver les données, comment on va gérer dans le système les données pour pouvoir traiter au grain choisi. Ensuite, les données, c'est facile dans un monde digital de les éparpiller, de les recopier. Donc elles vont se disséminer. Et donc il va falloir pouvoir les tracer, les suivre, et puis les retrouver potentiellement dans différents domaines si elles ont été retransmises. Et du coup, comment on va faire pour automatiser aussi l'effacement véritable des données une fois qu'on les aura localisées, sachant que si ces données sont dans plusieurs domaines, sur plusieurs machines, il se peut que certaines machines ne soient pas en ligne au moment où on demande l'effacement, donc il faudra être capable d'effacer quand ce sera possible. Donc il y a plusieurs problèmes qu'on a commencé un petit peu à regarder. Le premier point, c'est d'être capable d'exprimer une politique en termes d'effacement, de durée de conservation des données, et aussi d'être capable de répondre à des requêtes en disant je veux effacer un certain nombre de données. Donc là, ça passe par aussi la conception d'un langage dédié qui va pouvoir exprimer, extensible aussi, qui va pouvoir exprimer dans le contexte les différentes manières qu'on va avoir non seulement la période de rétention, mais plus globalement, si on pense plus globalement à la mise en œuvre du règlement, pouvoir exprimer un petit peu toutes les... si on veut bien que les données soient transmises à telle ou telle tierce partie ou tel type de tierce partie, des choses comme ça. Ensuite, le suivi des données pour suivre les réplications, pour les créations de copies et leur dissémination dans différents domaines ou sur différentes machines. Donc là, il existe des techniques à l'état de l'art qui pourraient potentiellement être mises en œuvre. Bon, c'est un peu compliqué parce que ça peut vouloir dire, si on veut le faire très fin et vraiment couvrir... peut-être modifier les systèmes d'exploitation. Donc ça devient quand même un peu compliqué. Donc il faut savoir là aussi à quel grain on veut faire ça. Et puis il y a ensuite le protocole à mettre en place pour effacer tous les réplicas d'un certain grain, toutes les copies, en présence de machines qui ne sont pas forcément en ligne. Alors là aussi, pour ce qui est de l'effacement lui-même d'une donnée, il y a des techniques qui ont été étudiées depuis fort longtemps dans les systèmes. Mais finalement, ça pourrait paraître simple, mais c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Et en fait, les ordinateurs, même si parfois on râle parce qu'on perd des données, il y a quand même une propension dans les systèmes à la résilience.
Et en fait, si on veut pouvoir effacer facilement des données sur requête ou au-delà d'une certaine période, eh bien, il va falloir le planifier au moment où les données sont créées, parce que sinon, ça va être vraiment très difficile. Alors, je vais brièvement passer. Donc, il y a deux grandes familles de techniques qui peuvent être utilisées et qui ont été étudiées par le passé. Donc, il y a ce qu'on appelle les techniques d'effacement sécurisé. Du coup, là, l'idée, c'est de se dire je veux absolument effacer les données d'un médium physique, de sorte à ce que quelqu'un qui essaierait de les récupérer ne pourrait pas les récupérer. Ça peut être, par exemple, avant de recycler un vieux disque ou des choses comme ça, si dessus il y a eu des données. Voilà. Et puis il y a d'autres, voilà une bonne manière d'effacer. Alors après, la granularité va dépendre aussi de quel médium physique on considère. Si c'est un disque, c'est peut-être effacer tout le disque. Si on est au niveau système de fichiers, plus on remonte, ça peut avoir d'autres types de granularité. Il peut y avoir aussi des systèmes spécialisés. Donc tout le long de la pile logicielle, en fait, là, c'est une pile logicielle depuis les applications, les systèmes de fichiers ou bases de données, jusqu'au médium physique, donc en passant par les mémoires jusqu'au disque. Et là, on voit que selon où on est dans la hiérarchie, on aura différents grains et différentes techniques. Et le deuxième type de technique, ce sont donc les données volatiles, éphémères. Voilà. Et là, on utilise pour cela de la cryptographie, qui permet on encode les données, on les double encode en fait, et en fait en effaçant la clé, on perd l'accès aux données, ce qui permet eh bien, on n'a pas besoin de les localiser, puisque si la clé n'est plus disponible, on ne pourra plus avoir accès aux données. Voilà, donc je termine là-dessus. Donc en conclusion, d'un point de vue système, il y a potentiellement plein de choses à faire pour aider et les consommateurs et les entreprises qui fournissent les services. Pour les consommateurs, on veut leur donner la possibilité de sélectionner des préférences par rapport à l'utilisation, l'usage de leurs données. Donc là, je prends l'exemple de l'effacement, donc la durée de conservation. Et donc, ils doivent aussi avoir des interfaces qui facilitent l'expression de leurs demandes, que ce ne soit pas juste du courrier papier. Pour les fournisseurs, bien, ce sont des outils qui vont automatiser la chose, parce que s'ils reçoivent beaucoup de requêtes, ça ne peut pas être manuel. Et puis, la particularité du monde de l'IoT, c'est que ce sont des données continues, voilà, qui du coup, aussi, on pourrait avoir besoin de récupérer l'espace que vont utiliser ces données. Donc, les schémas cryptographiques aussi peuvent être un peu difficile à implémenter dans un monde à ressources contraintes. Et puis, c'est un domaine important, puisque on peut avoir à manipuler des données sensibles. Merci beaucoup. Alors, on peut l'applaudir une fois déjà. Et je vais prendre 2 ou 3 questions qu'on garde pour la table ronde. Oui. Alors, je vous donne le micro. Oui, bonjour, je suis Emmanuel Moraguez, journaliste à l'Usine Nouvelle. Une question un peu naïve. Je crois que votre présentation montre bien que, puis l'idée du RGPD, on voit que ça heurte quand même frontalement la vague actuelle de l'IoT, probablement en bien avec tous les excès qu'on voit. Mais de ce que vous présentez, on peut imaginer que ça a l'air compliqué, pas évident. Ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, les Tefal et sa balance ou la plupart des autres vendeurs de systèmes d'objets connectés, même s'ils ne sont pas de santé, ça veut dire qu'ils ne sont pas du tout dans les clous et que ça va être très très difficile pour qu'ils y rentrent? Oui, en plus, là j'ai parlé de protection. Alors, non, c'est ça en fait. Donc en fait, la question que je vais essayer de reformuler pour tout à l'heure, c'est est-ce que les industriels sont prêts à mettre en œuvre le RGPD, c'est ça? Oui, est-ce que c'est pas, comme certains le disent, un coup d'arrêt, un frein voilà, est-ce que c'est un frein à l'innovation? En tout cas dans l'IoT. D'accord, dans l'IoT. C'est noté. Michel Gien, Toonme. Moi, la question qui se pose, c'est quoi une donnée personnelle? C'est-à-dire, moi j'ai une balance, bon, elle me pèse et elle prend mon pouls, mais ce qui me gêne, c'est pas qu'elle pèse et prend mon pouls, c'est qu'elle enregistre le fait que c'est Michel Gien qui a disons, c'est le propriétaire. À partir du moment où une balance prend des mesures et qu'elle ne les relie pas à une personne particulière, moi ça me gêne pas. Voilà.
Donc je pense que, ce sujet-là fait partie du sujet, quoi, en fait, parce qu'on parle des données, mais on ne parle pas des personnes, en fait. D'accord, donc alors je vais essayer de reformuler un petit peu, parce que c'est une question qui ne s'applique pas qu'à vous, en fait, si j'ai bien compris. Voilà, donc c'est dans quelle mesure les données personnelles sont effectivement personnelles, ou à caractère personnel, puisqu'il y a des distinctions par rapport à ça, et en quoi finalement le traitement de données à caractère personnel, une fois qu'on a enlevé les identifiants, voilà, et les moyens de retrouver la personne, ça peut ne pas poser de difficultés particulières, et en revanche, la réidentification est en soi un problème. Très bien, dernière question, et puis on va passer à l'exposé suivant. Jean-Pierre Hérault, je suis citoyen, je vais poser ma question en tant que citoyen. On parle quand même beaucoup actuellement d'obsolescence programmée. Or, une des techniques est finalement de l'obsolescence programmée. Et donc, je rejoins ce que disait Michel Zien, les données personnelles, au début de la CNIL, les fichiers devaient être apersonnels. On ne devait pas mentionner le nom de personne. Donc là, il y a, je dirais, en utilisant quand même des techniques que tous les constructeurs connaissent bien, et Apple en particulier, eh bien, leur imposer en quelque sorte l'obsolescence programmée des noms. Alors, pareil, parce que j'essaye de reformuler de manière synthétique. Si j'ai bien compris ce que vous disiez, à partir du moment où il n'y a pas de nom, ça pose pas de problème. Ça peut ne pas poser de problème. Et à partir du moment où il y en a un, ça rejoint un petit peu ce que disait Michel, c'est ça? Oui, bon, d'accord. Quand il y a des noms qui sont mentionnés, oui. On peut avoir des techniques d'obsolescence programmée des noms. Ah, on pourrait... alors, obsolescence programmée des noms. Obsolescence programmée portant sur les noms qui sont collectés. Donc en fait, en gros, l'idée, si je comprends bien, l'idée, ce serait de faire disparaître les noms au fur et à mesure. Voilà. Alors, merci pour les questions. On va prendre l'exposé suivant.